Bonjour à tous et bienvenue sur Batmania, la chaîne YouTube consacrée à Batman et son univers. La vidéo du jour porte sur la saga de la Cour des Hiboux. Cet arc a commencé en 2011 durant la période des New 52. Suite à l'événement Flashpoint, la continuité DC Comics a plus ou moins redémarré de zéro, ce qui laisse le terrain libre aux équipes créatives des séries en cours de parution. L'équipe créative qui se charge de la série principale Batman à cette époque est le binôme Scott Snyder et Greg Capullo. Le premier n'est pas à son coup d'essai sur le personnage. En effet, il a déjà contribué à l'enrichissement du lore de Batman, et surtout de sa ville, dans les comics Sombre Reflet et les Portes de Gotham. La série Batman démarre donc sur les chapeaux de roue. Scott Snyder va nous plonger dans une Gotham remplie de secrets que Bruce Wayne tâchera de découvrir tout au long de l'histoire, et ce à son plus grand désarroi. En France, cette histoire est actuellement publiée par Urban Comics dans les tomes 1 et 2 de la série Batman, la Cour des Hiboux et la Nuit des Hiboux. Vous pouvez les retrouver sous le format classique pour un prix aux alentours des 20 €, mais aussi au format nomade, nouvelle édition Urban Comics. Ce format est plus petit, ressemblant à un livre de poche. Le prix de la Cour des Hiboux et la Nuit des Hiboux sous format nomade est aux alentours des 6 €. C'est une très bonne occasion pour se lancer dans les comics Batman et je vous le recommande chaudement. Pour cette vidéo, nous n'allons pas uniquement évoquer les faits se produisant dans ces deux tomes. En effet, l'événement a une grande importance dans l'univers Batman, notamment pour Dick Grayson aka Nightwing. Je vais donc également parler du traitement des autres membres de la Bat Family durant cette période. Nous allons donc voir comment Bruce compte combattre un groupe qui contrôle la ville depuis des générations, le tout caché au cœur de la ville. Notre milliardaire préféré n'est pas au bout de ses surprises. Celui-ci va être trahi par la personne qui pensait connaître le plus, Gotham. Mais qui sont la Cour des Hiboux? Pourquoi s'en prendre à Batman maintenant? Et surtout, comment vont-ils faire pour mettre au plus mal notre héros? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Juste avant de commencer l'histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. D'ici la fin du mois, je vous prépare une vidéo qui sera en quelque sorte un guide pour vous aider à vous plonger dans les comics Batman. Allez, sans plus tarder, passons à l'histoire de la Cour des Hiboux. Gotham, ville où selon les habitants, il ne fait pas bon vivre. Gotham est considérée comme une ville maudite, souillée. Les habitants n'arrivent pas à y déceler la moindre chose positive. Ce n'est bien entendu pas l'avis de tout le monde. Bruce Wayne pense fort le contraire. Durant un gala organisé par Wayne Enterprise, Bruce va alors prendre la parole et proclamer haut et fort sa vision de Gotham. Il voit Gotham comme un foyer réunissant un peuple qui doit vivre ensemble et forger un avenir glorieux main dans la main. Il dit qu'il faut faire une croix sur le passé et se concentrer sur le présent afin d'investir sur l'avenir de Gotham. En effet, Bruce compte bien investir dans de nouveaux projets afin de porter vers le haut cette ville qu'il aime tant. Suite à son discours, il rencontre Lincoln March, un nouveau candidat à la mairie de Gotham. Ce dernier a l'air intéressé par le projet de Bruce et alors que Lincoln March lui propose un dîner afin de parler plus en détail, Bruce intercepte une conversation de Jim Gordon présent également au gala. Un meurtre a eu lieu à 10 minutes du manoir Wayne. Cela attise la curiosité de Bruce qui dégarpille discrètement du gala afin de se rendre sur cette scène de crime sous son costume de justicier. Sur place, il y trouve Harvey Bullock, ayant déjà sécurisé la scène du crime. Le corps n'est pas identifié et la mort remonte à plusieurs jours. Des couteaux sont plantés sur le corps, attachés. Ces couteaux comportent un symbole étrange, un hibou. Batman réussit à déceler des bouts de peau sous les ongles de la victime, qu'il s'empresse d'envoyer en analyse à sa Batcave. Il sent également une drôle d'odeur de l'huile de lin sur le mur. Bruce emprunte le cigare de Harvey Bullock et le met au contact du mur qui prend feu instantanément. Un message apparaît. Bruce Wayne mourra demain. Est-ce la victime ou le tueur qui a écrit ce message? Le meurtre ayant eu lieu il y a plusieurs jours, qu'est-ce que demain insinue? Bruce devine que le corps a été retrouvé aujourd'hui car le propriétaire était venu réclamer
réclamer son loyer. Donc le message est bel et bien d'actualité. Bruce devra faire attention le jour qui suit. Batman reçoit un appel de Alfred, qui depuis la Batcave a fini d'analyser l'échantillon de peau. Et contre toute attente, il semblerait que l'ADN correspond à celui de Dick Grayson. Quelques heures plus tard, dans sa Batcave, Batman se met en liaison avec le commissaire Gordon afin de pouvoir examiner en profondeur, de manière holographique, le corps de la victime. Il trouve dans l'une de ses molaires un symbole. Ce symbole est familier. Il s'agit d'un hibou. Gordon commence alors à évoquer une vieille comptine sur la cour des hiboux que les habitants de Gotham se racontent de génération en génération. Bruce ne croit pas en cette comptine et cherche à trouver des faits réels. Après avoir fini son inspection, Bruce quitte la zone holographique et tombe sur Dick, venu à la Batcave suite à l'appel de Bruce. Dick raconte à Bruce qu'il a croisé la victime une semaine plus tôt, qu'il avait l'air à bout de souffle, inquiet, en prétendant qu'ils étaient là, tout autour de nous, partout, prêts à attaquer, mais de qui parle-t-il? Avant de se faire emmener par les vigiles, l'individu se tenait au bras de Dick, et c'est donc la raison de la présence de l'ADN de Dick sous ses ongles. Bruce se rend par la suite au rendez-vous qu'il avait pris avec Lincoln March, bien que sa vie soit en jeu suite aux menaces de la veille. Le rendez-vous se situe au sommet de la tour Alan Wayne. Lincoln demande à Bruce de le soutenir dans sa campagne, car ils partagent tous deux la même vision sur la ville. Il se confie également à Bruce, lui disant qu'il a été orphelin très jeune, qu'il lui reste peu de souvenirs de ses parents, si ce n'est un cadeau qu'il avait fait à sa mère, une broche qu'elle portait le jour de son accident. Il a grandi sans repère, dans un foyer pour enfants, mais avoue à Bruce qu'il a pu obtenir une bourse finançant ses études, et que c'est en partie Gotham qui l'a sauvé. Donc, il veut la sauver à son tour. Soudain, au beau milieu de la conversation, un individu débarque après avoir tué les gardes présents devant la salle. Un couteau est lancé et touche Lincoln qui s'effondre. Bruce est face à un ennemi qu'il ne connaît pas, mais qui a l'air rapide et costaud. Il essaie dans un premier temps de le maîtriser par des techniques de combat anodines, permettant de ne pas révéler son identité. Bruce tente le tout pour le tout afin de le maîtriser, mais il ne semble pas affecté par ces techniques. Le mystérieux assassin projette Bruce à travers la fenêtre, et les deux dégringolent du sommet de la tour. L'assassin parvient à dire à Bruce que la cour des hiboux le condamne à mort, et qu'il adore tuer les Wayne. Bruce parvient à se rattraper à une gargouille de justesse, tandis que l'individu tombe et s'éclate sur une voiture au pied de la tour. Bruce, convaincu de s'être débarrassé de l'individu, persiste à croire que la cour des hiboux est un canular. Cependant, dans l'ambulance ayant recueilli le corps, se passe une chose surnaturelle. L'assassin semble être vivant et déterminé plus que tout à éliminer Bruce Wayne. La nuit tombée, Batman se rend sous la ville, plus précisément dans les tunnels où passe le métro de la ville. Il est venu y interroger le leader du gang des Murmures qui contrôle la zone des tunnels sous la tour Alan Wayne. Batman estime que le tueur n'a pu venir que d'un seul endroit, par le métro. Le gang du Murmure est un gang ukrainien très dangereux et brutal qui ont la particularité de porter un masque de fer à leur visage, signe de loyauté au gang, mais également signe d'un point faible que Batman n'hésite pas à utiliser contre eux, un aimant puissant qui les met KO de manière originale. Batman continue son interrogatoire, mais le leader semble ne pas savoir de quoi il parle. Batman comprend qu'il ne ment pas. Bruce retourne par la suite dans sa Batcave afin de chercher à comprendre qui a bien pu tenter de l'assassiner. Il discute alors avec Alfred à propos de la cour des hiboux. Dans cette comptine, il y a un ergo, une sorte de tueur qui agit au nom de la cour. Alfred raconte à Bruce qu'un de ses ancêtres, Alan Wayne, avait des délires paranoïaques à propos des hiboux. Il disait à l'époque qu'il voyait des hiboux partout, qu'ils étaient même installés chez lui. Sa mort fut accidentelle, il tomba dans une bouche d'égout après qu'il était vraisemblablement en train d'échapper à quelqu'un, ou plutôt quelque chose. Le lendemain, Bruce rend visite à Lincoln à l'hôpital. Ce dernier lui révèle qu'il a retrouvé un hibou une semaine plus tôt dans son appartement. Lincoln persiste à croire que la cour des hiboux existe et qu'ils en ont après eux. Suite au plan de rénovation que Bruce envisage de faire, il pense que les constructions vont faire débusquer la cour de leur cachette. La cour des hiboux souhaite donc éliminer les personnes qui les dérangent. Bruce estime que ce n'est qu'un conte raconté aux enfants. Faisant partie d'une des plus anciennes familles de Gotham, si la cour existait bel et bien, il aurait déjà appris leur existence il y a des années. Cependant, les paroles de Lincoln et Alfred vont mettre le doute à Bruce qui va se rendre à la tour Alan Wayne afin de vérifier quelque chose. À notre époque, une superstition persiste à faire croire au malheur qui entoure le chiffre 13. Il n'y a pas de 13e étage dans les immeubles, mais plutôt un étage caché. Batman
Batman atterrit au 13e étage du bâtiment et ne va pas être déçu. Il tombe sur une pièce décorée par des symboles de hibou où un individu semble s'y être installé. Il demande alors à Alfred de lui faire parvenir toutes les localisations des immeubles construits par son ancêtre Alan Wayne. Il y trouve dans chacun, au 13e étage, des salles plus ou moins identiques qui de plus pour certaines semblent dater de plusieurs siècles. Comme l'avait dit Alfred plus tôt, le hibou est un animal doué pour le camouflage et n'hésite pas à s'installer dans le territoire de sa proie. Qui plus est, la proie préférée de l'hibou est la chauve-souris. Pendant l'une de ses découvertes, Batman est pris dans une explosion détruisant la salle, mais Bruce parvient à s'échapper tout de même. Bien plus tard, on retrouve Dick qui se rend à la Batcave, venu rendre visite à son maître. Bruce est loin de se reposer et est en train d'effectuer des analyses sur les restes de son ancêtre Alan Wayne. Dick convainc Bruce de faire attention car l'ennemi qu'il affronte n'est pas comme les autres, auxquels il a l'habitude de se battre. Il ne faut pas le sous-estimer et admettre que la cour des hiboux semble exister et prendre les mesures nécessaires afin de s'en débarrasser. Bruce insiste sur le fait que ce ne soit qu'un conte et révèle à Dick qu'il avait déjà enquêté au sujet de la cour des hiboux quand il était jeune, après la mort de ses parents. Étant jeune, il ne pouvait pas accepter la mort sans motif de ses parents et a imaginé un complot. Tous les symboles représentant un hibou renforçaient l'idée qu'il y avait bien un ennemi tapis dans l'ombre quelque part. Après plusieurs recherches, il en a conclu que la cour des hiboux était composée de plusieurs familles de riches qui complotaient pour faire de Gotham ce qu'ils en voulaient. Il en avait même déduit où se situait le siège du groupe, mais lorsqu'il s'y rendit, il n'y trouva que de la poussière. Toutes ses recherches ont abouti à rien, et c'est depuis ce jour que Bruce déclare qu'il ne faut jamais se fier à ses émotions lors d'une enquête. De plus, l'analyse du corps de son ancêtre est maintenant finie, et l'analyse est claire, la cause du décès n'est pas une noyade accidentelle dans les égouts, mais plutôt un homicide car le corps présente de nombreuses traces de couteau. Bruce poursuit son enquête par rapport au cadavre de son arrière-arrière-grand-père, et se rend dans les égouts de Gotham, là où son corps a été retrouvé des années plus tôt. Sur les os du squelette, il y a également trouvé des résidus qui ne se trouvent habituellement pas dans les égouts de Gotham. Alors que Batman était à la recherche de ces fameuses traces, le fameux Ergo débarque et l'assomme. Batman se réveille dans une sorte de labyrinthe où il est accueilli par des personnes portant un masque de hibou sur un écran géant. Il tente alors de s'évader de ce labyrinthe et emprunte les chemins tortueux le menant toujours au même endroit. Une salle immense avec une fontaine à l'effigie d'un hibou. C'est son seul moyen d'hydratation et il va continuer son chemin. Mais les heures passent, puis les jours passent. Bruce emprunte toujours les mêmes chemins qui le mènent toujours au même endroit. Il tombe aussi sur une pièce où se dresse au centre un appareil photo vintage ou sur les murs des photos de plusieurs personnes qui semblent avoir été prises au même endroit sur une longue durée. Batman commence à devenir fou, tourne toujours en rond. Il tombe encore et encore sur les mêmes chemins qui mènent aux mêmes pièces, qui accentuent la folie de Bruce. Sur certains murs se trouvent des noms qu'il connaît très bien. Il traverse même une salle remplie de cercueils avec des portraits d'enfants sur chacun d'entre eux. Mais il continue son chemin à travers ces mêmes couloirs qu'il a empruntés des centaines de fois maintenant. Et c'est au détour d'un de ces couloirs qu'il aperçoit ses parents. Mais tout ça est dans sa tête. Les hiboux sont dans sa tête. Batman perd la tête. Jusqu'au moment où la lame aiguisée de l'ergot transperce son corps. Batman est à l'agonie. L'ergot le domine et présente à ses maîtres la victime qu'il est prêt à tuer. Il se fait tabasser. Il comprend alors que c'est la fin. Bruce va disparaître et plus personne va jamais retrouver son corps. Le regard de Bruce tombe sur un portrait non loin de lui. Ce portrait est celui de son arrière-arrière-grand-père, Alan Wayne. Il se dit que c'en est assez et qu'il est prêt à venger et mettre fin au règne de la cour des hiboux. Sous un élan de colère, Batman retombe face à face avec l'ergot et s'ensuit un combat où l'on redécouvre un Batman qui se bat pour sa vie, mais surtout pour sa ville. Il menace la cour des hiboux qu'il va les retrouver un par un et les mettre hors état de nuire. Malgré son état inquiétant, Batman utilise ses dernières forces physiques et mentales afin de déterminer comment sortir de ce labyrinthe et réalise que le marbre blanc sur lequel il se trouve est très fragile au contact du chlorate de potassium qui se trouve dans l'appareil photo qu'utilise la cour. S'ensuit une explosion. Batman ne tarde pas à s'engouffrer dans le trou qu'a provoqué l'explosion et dérive dans les eaux usées de Gotham. La cour des hiboux est déçue par son ergot qui n'hésite pas à le jeter dans le trou également, jugeant que l'homme derrière le costume de l'ergot ne se remettra jamais d'une telle humiliation. Pendant tout ce temps, le commissaire Gordon, la Bat Family et les citoyens s'inquiètent de la disparition de Batman. Le Bat Signal étant allumé toutes les nuits dans l'espoir de voir apparaître
apparaître de nouveau le Chevalier Noir prend feu et est détruit sous le regard abattu de Damian Wayne. On retrouve plus tard Batman allongé et réanimé par un inconnu, mais encore rongé par la haine, Batman ne prend pas le temps de remercier sa sauveteuse et part d'un air décidé dans les égouts de Gotham. Cet inconnu aura une place importante dans les futures histoires du Chevalier Noir, mais nous en reparlerons le moment venu. Batman affaibli se dirige vers l'une des entrées secrètes menant à la Batcave. Alfred est là pour le recueillir et prendre soin de lui, mais Batman va tomber de haut lorsqu'il aperçoit l'ergot qu'il a combattu plus tôt dans son foyer. Sans prendre la peine de se reposer et se soigner, il l'installe dans une machine afin de procéder à une autopsie. On apprend alors que le corps est régénéré à l'infini grâce à un composé chimique, l'électrum, qui grâce à la fausse dent que l'on trouve chez les membres de la cour des hiboux, permet de diffuser le composé chimique. C'est en privant le corps de chaleur et en le maintenant dans le froid que l'ergot peut être mis hors état de nuire. Suite à une vérification de l'ADN de l'ergot, Bruce détermine que celui-ci s'appelle William Cobb et n'est autre que l'arrière-grand-père de Dick. Dick commence à s'agacer et demande à Bruce des explications. Il veut également savoir ce que Bruce lui cache d'autre. Bruce lui décoche une belle gauche dans le visage et ramasse une dent. Il révèle alors à Dick qu'il était censé être le prochain Argo de la cour des hiboux, que ce groupe malfaisant recrutait leur Argo dans le cirque Ali, le cirque où Dick a grandi. Remontons un siècle plus tôt pour en savoir plus. William Cobb était un jeune garçon, vivant seul avec sa mère car son père était décédé dans un accident. Afin d'aider sa mère, il mendiait dans les rues en faisant du jonglage. Petit à petit, sa réputation l'a conduit à attirer de nombreux spectateurs jusqu'au jour où un homme travaillant au cirque Ali lui proposa de changer sa vie à ses côtés. Sa mère le laissa rejoindre le cirque en espérant que son fils gagne bien sa vie. Le jeune William s'entraîna durement et proposa aux spectateurs des tours spectaculaires. Son but était de devenir quelqu'un de reconnu à Gotham et selon lui, il l'avait accompli. Il est tombé amoureux d'une fille qui lui rendait visite au cirque à chaque passage dans la ville de Gotham. Mais cette fille était la fille d'un des hommes qui, aux côtés de Alan Wayne, représentait l'élite de Gotham. Ce dernier n'était pas très enjoué que sa fille ait une relation avec une personne issue des bas-fonds de Gotham et lui fait comprendre à travers une partie d'échecs où l'élite de Gotham est représentée par les blancs jouant en premier et ils sont les plus puissants et qu'entre les blancs et les noirs il n'y a aucun intermédiaire. Aux yeux des puissants, William serait toujours un moins que rien. Le père de sa bien-aimée l'interdit de côtoyer William, mais ce qu'il ne savait pas c'est que sa fille était enceinte. Elle se maria contre son gré avec un homme que son père avait choisi et son enfant naquit quelques semaines plus tard. Désemparé, William était au bout du rouleau, persuadé qu'aucune action le conduirait à être quelqu'un d'important aux yeux de l'élite de Gotham. Nathaniel, l'homme qui l'avait mené au cirque des années plus tôt, lui informa qu'il avait un moyen de le rendre important et qu'il pouvait changer la ville de Gotham. William fut enrôlé par la cour des hiboux et a subi plusieurs tests. Ils l'ont rendu meilleur grâce au traitement néfaste que la cour lui a fait endurer. La cour se présente comme un groupe tapi dans l'ombre qui maintient l'ordre. Ce n'est ni l'élite ni la populace de Gotham. Ils sont les gris, ni noirs ni blancs. William devient un ergot et commença ses premières missions, mais avant toute chose, il voulait transmettre à Gotham son héritage, celui qui allait changer l'avenir de Gotham. Il alla donc récupérer son enfant et le donna à Nathaniel afin qu'il l'élève dans le cirque et le prépare à son héritage. William Cobb appela son fils l'enfant gris, représentant l'avenir de Gotham, ce qui donna Grayson, le nom de famille de Dick. Revenons au présent, auprès de la cour des hiboux qui, suite à la fuite de Batman, décide d'employer les grands moyens. On apprend qu'il n'y a pas qu'un ergot, mais des dizaines, qu'il s'empresse d'activer afin de reconquérir Gotham en éliminant les personnes influentes se mettant à travers de leur chemin. La nuit tombe à Gotham et Bruce se tient devant une maquette de Gotham, dans l'une de ses chambres de son manoir, toujours abattu par le fait que sa ville lui ait caché tant de secrets. En pleine discussion avec Alfred, les lumières du manoir et de la ville de Gotham sont coupées. Bruce dit à Alfred de se rendre à la Batcave pendant que lui s'occupe de l'intrus. Une fois sur place, Alfred réalise qu'il n'y a pas un, mais plusieurs intrus en train d'encercler Bruce. Un des intrus a même suivi Alfred jusque la Batcave. Bruce monte sur le toit du manoir tout en esquivant et se battant contre les ergots à sa poursuite. Alors qu'il pensait l'avoir, Bruce s'échappe par une trappe secrète dans la cheminée et atterrit dans la Batcave pour porter secours à Alfred. Mais c'est ce dernier qui parvient à éliminer l'ergot en lui faisant tomber le sous-fétiche géant que Bruce garde dans sa Batcave. Les autres ergots sont toujours à sa poursuite. Bruce parvient
à récupérer la puce magnétique de l'Argo vaincu et s'enferme dans la chambre forte de la Batcave en compagnie de Alfred. Connaissant le point faible des Argos, il demande à Alfred de baisser la température de la Batcave. Quant à lui, il enfile une puissante armure afin d'affronter les Ergots dans le froid. Alfred parvient à décrypter la puce magnétique que Bruce avait récupérée quelques minutes plus tôt. Et sur cette puce est inscrite des noms, ou plutôt des cibles. Tous les individus de Gotham ayant une place importante dans la ville sont visés, prêts à être éliminés. On y trouve par exemple le maire Haddy, Jeremiah Arkham ou encore Jim Gordon. Alfred n'hésite pas une seule seconde à contacter les autres membres de la Bat Family afin de porter secours aux personnes visées. Pendant ce temps, Bruce est toujours aux prises avec les Ergots. Bien que son armure soit puissante, elle puise beaucoup de son énergie vitale et il ne peut pas combattre indéfiniment en la portant. Après de longues minutes de combat, Bruce est à bout et les Ergots prennent le dessus. Heureusement, un allié de Batman qui se cachait depuis tout ce temps refait surface. Grâce à la température négative de la Batcave, les chauves-souris débarquent et attaquent les Ergots afin de défendre leur territoire. Les Ergots sont affaiblis par les chauves-souris et la température permet d'éviter leur régénération. Un des Ergots tente de prendre la fuite, mais Batman le rattrape et le renverse au volant de sa Batmobile. Il part ensuite vers l'une des cibles prétendues de la cour des hiboux, le directeur de l'asile d'Arkham, Jeremiah Arkham. À l'intérieur de l'asile, Jeremiah Arkham n'est pas inquiet de la situation en ville. Il estime que l'asile est l'endroit le plus protégé de Gotham, voire même du pays. Il déclare que cet endroit est un abri pour ses détenus. Il part ensuite en direction de la cellule d'un de ses patients, Roman Sionis, alias Black Mask, afin d'avoir une discussion avec lui, car apparemment Roman se sent guéri de l'emprise de son alter ego. Grâce au regard de Roman, il déduit qu'un individu se tient derrière lui et se défend de justesse. L'Ergo déclare qu'il est venu le tuer car la cour estime que Jeremiah Arkham protège et encourage les criminels de Gotham à prospérer. Batman arrive à temps pour le secourir. Lorsqu'il affronte les deux Ergots venus pour Jeremiah, ce dernier s'exfiltre et est prêt à tout pour défendre son asile. Il se rend au chevet de Roman Sionis et lui tend son masque. Il encourage Roman à faire le bien et lui fait confiance pour éliminer les intrus, s'étant faufilé dans l'asile. Roman enfile le masque et devient Black Mask. Tandis que Batman était toujours en plein affrontement avec les Ergots, les criminels de l'asile sont libérés et s'en prennent à eux et mystérieusement pas à Batman. Black Mask apparaît et Batman comprend. Le masque permet de contrôler l'esprit des individus autour de lui, mais cela ne marche apparemment que sur les individus faibles d'esprit. Batman n'oublie cependant pas son objectif initial, de mettre Jeremiah Arkham à l'abri. Il élimine le dernier Ergot qui était à la poursuite du directeur, puis assomme le directeur, estimant que ce qu'il a fait était très risqué. Batman part déposer Jeremiah Arkham en lieu sûr, puis se dirige vers la seconde cible, Lincoln Marsh. De l'autre côté de Gotham, Batgirl est en pleine confrontation avec un Ergot, ou plutôt une Ergot qui semble avoir le dessus sur la justicière. En difficulté, Batgirl craint le pire, mais l'Ergot la laisse en vie et poursuit son chemin, laissant un papier jaunâtre avec un mot écrit en japonais sur le sol. Après être rentrée chez elle, Barbara parvient à déchiffrer ce papier. L'inscription est une date, novembre 1944. Barbara est confuse, mais elle n'a pas le temps de souffler qu'elle reçoit le fameux appel d'Alfred lui disant que son père est parmi les cibles de la cour des hiboux. Sans perdre une minute de plus, elle se rend au commissariat de Gotham. Malgré tout le raffut en ville, Jim a l'air impassible dans son bureau. En effet, quelques heures plus tôt, une mystérieuse personne l'a menacé en disant que durant l'attaque de ce soir, il devait rester sagement dans son bureau, sinon la cour des hiboux allait tuer Barbara. Le commissariat est tout de même attaqué par d'étranges missiles venus du ciel, tandis que Jim Gordon se rend du mieux qu'il peut sur le toit afin d'allumer le bad signal. Barbara s'approche du commissariat et retombe face à face avec l'Ergot qu'elle avait croisé plus tôt dans la journée. Barbara sait qu'elle n'a aucune chance face à l'Ergot et connaissant les capacités de son ennemi, elle l'attrape et l'envoie contre un des missiles venus du ciel. L'Ergot est instantanément neutralisé. Sur le sol, l'Ergot laisse un message avec son sang. L'Ergot en question était un siècle plus tôt une jeune fille qui était sollicitée par l'armée japonaise afin de créer des Fugo Balloon Bombs utilisées par l'armée japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale. La fille se trouvait à Nagasaki lorsque les USA ont lancé leur bombe atomique pour se venger. Et c'est 2 ans plus tard, en 1946, qu'elle réapparaît dans un lieu que nous connaissons bien à présent, le cirque Ali, où elle va être recueillie par un des membres de la cour des hiboux. Il fut surpris en découvrant le visage complètement défiguré de la jeune fille et lui promet de lui offrir un nouveau masque
masque ainsi qu'une nouvelle vie. Sa cible, le commissaire Gordon, est toujours en vie. Mais était-ce vraiment son objectif initial quand on découvre que la ville de Gotham est assiégée de ballon bombes sous le signal d'un hibou géant dans le ciel? Un justicier ne voit pas encore ce qui se passe au-dessus de lui. Damian Wayne se trouvait dans les égouts lorsque Alfred a prévenu les alliés de Batman des agissements de la cour des hiboux. Damian se trouve non loin d'une des cibles et part à sa rescousse. Il s'agit du général Burroughs, 52e adjudant général de Gotham. Le général et ses troupes sont en plein exercice lorsqu'un événement anormal se produit. Heureusement, Damian arrive à temps pour prévenir du mal qui guette le général et ses soldats. Le général ne semble pas croire le jeune homme qui pourtant les prévient du danger qui s'approche. Soudain, l'ergot surgit et s'attaque aux soldats. Le général est stupéfait car les balles ne l'arrêtent pas. Le général s'agrippe à Damian et tous deux s'échappent par les airs. Mais l'ergot n'a pas dit son dernier mot et parvient à faire chuter Damian et le général. Le général est blessé et les renforts qu'il avait appelés arrivent. C'est à ce moment que Damian va nous prouver à quel point son éducation auprès de la Ligue des Assassins a été importante. C'est lui-même qui va donner aux soldats les instructions nécessaires permettant de repousser l'ergot. Comme tout bon général, à la tête de son armée, Damian part également à l'assaut. Mais l'ergot se débarrasse facilement de ses détracteurs et s'approche du général pour lui adresser sa sentence. L'ergot prononce sa sentence et on découvre alors ses motivations. Les ancêtres du général Burroughs étaient la famille Wilkins. La cour des hiboux de l'époque a invoqué cet ergot pour tuer l'espion et toute sa famille afin d'éradiquer les Wilkins, pour récupérer les terres qu'il avait acquis. Cependant, un des enfants de la famille survécut et a changé par la suite son nom de famille. L'ergot est donc venu accomplir sa mission jusqu'au bout après tant d'années. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'un justicier allait se mettre au travers de sa route et l'en empêcher. Damian parvient à l'immobiliser grâce au bas de grappin et le pend à une branche, puis finit par le décapiter. Damian confie que l'histoire de l'ergot lui est familière, car selon lui, ils ne sont pas si différents. L'ergot a été conçu par la cour des hiboux pour qu'ils répondent des exigences de la cour, en tuant leurs ennemis. Damian, lui, devait obéir à sa mère et a été entraîné afin qu'il agisse de la même manière que l'ergot. Sauf que parmi les deux, un a réussi à se défaire de ses liens. Une autre personne dans Gotham a également réussi à se défaire de ses liens, mais des liens de la Bat Family. Jason Todd est de retour à Gotham, sa ville de cœur, en compagnie de sa bande composée de Starfire et de Roy Harper. Il est à ce moment de l'histoire toujours en froid avec Batman et ses alliés. Être en froid, c'est le cas de le dire, car la cible qu'il est proche de secourir n'est autre que Victor Fries, connu sous le nom de Mr. Freeze. Il déclare qu'il répond à l'appel d'Alfred uniquement pour sauver Gotham et non pour aider Bruce. Sans plus tarder, il s'élance dans la prison de glace que Mr. Freeze a conçue autour de son laboratoire, sachant pertinemment qu'il est sur la liste de la cour des hiboux. Le plan de Red Hood est simple. Il veut faire d'une pierre deux coups en neutralisant l'ergot, puis en livrant Mr. Freeze à la police de Gotham. Red Hood veut régler le problème seul. En arrivant sur les lieux, il découvre que l'ergot est déjà là et s'en prend à Mr. Freeze. On apprend que Mr. Freeze a travaillé pour la cour des hiboux. Red Hood parvient à maîtriser les deux vilains. Il va toutefois perdre son sang-froid lorsque les deux lui demandent qu'est-ce qu'un allié de Batman vient faire ici. Profitant de l'occasion, Mr. Freeze congèle la main gauche de Red Hood et l'ergot parvient à s'enfuir. Il se met directement à sa poursuite à travers Chinatown. Starfire et Roy Harper aident Red Hood de leur manière. Roy décoche une flèche embrasée sur la main de Jason, qui permet de faire fondre la glace. Jason demande à ses deux acolytes de capturer Mr. Freeze tandis que lui part éliminer l'ergot. Mr. Freeze ne va pas se laisser faire et empêche toute personne de rentrer dans son laboratoire. Il leur avoue qu'il a travaillé pour la cour mais qu'à la base c'était dans le but de s'allier pour éliminer Batman. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la cour se servait de lui pour élaborer des composés chimiques plus puissants pour faire revenir les ergots à la vie. Trêve de blabla, Roy tire une flèche qui électrifie Mr. Freeze et le met KO. De son côté, Red Hood met la main sur l'ergot qui l'a conduit contre son gré à un endroit spécifique, à un lieu qui abritait autrefois le cirque Ali. L'ergot révèle son identité. Il raconte à Jason que son corps est une arme de la cour, mais que son esprit est toujours resté le même. Il demande à Red Hood de l'exécuter pour ne plus être utilisé par la cour et pour avoir au moins le contrôle d'une chose dans sa vie, son lieu de décès. Jason le tue en admettant que revenir des morts est effrayant et qu'il le comprend plus que tout. Il se
rend ensuite sur le toit du commissariat et livre Mr. Freeze à la police. Il tombe face à Batgirl qui la menace de l'arrêter également car à cette époque, Red Hood avait des méthodes très brutales pour arrêter les ennemis. Il prend la fuite en disant à Barbara que si Bruce survit, lui dire de rien de sa part. Parmi les cibles de la nuit, Lucius Fox, Jim Gordon ou encore Jeremiah Arkham étaient visés. L'une des dernières cibles de la cour des hiboux n'est autre que notre ami Oswald Cobblepot, appelé le Pingouin. Le Pingouin, étant plutôt chanceux, possède un ange gardien sans s'en rendre compte. Catwoman se trouve non loin de sa planque, sur un toit en compagnie de Spark, un allié qu'elle a découvert récemment. Si elle se trouve non loin du Pingouin, ce n'est pas pour ses beaux yeux, mais surtout pour un objet de valeur qui l'intéresse, un couteau de plusieurs siècles, avec une tête de hibou gravée sur le manche. Bien entendu, qui d'autre que le Pingouin, ami des oiseaux et collectionneur, pour posséder un tel objet. Alors qu'il était dans son bureau, accompagné de son garde du corps, ce dernier se dirige vers la porte pour donner des ordres à un autre garde, mais tombe sur un ergot qui, après l'avoir éliminé, se rue vers le Pingouin. Le couteau dont Catwoman était à la recherche semble préoccuper l'ergot. Catwoman est loin d'être la meilleure amie du Pingouin, mais face au danger, elle préfère lui sauver la vie tout de même en éliminant une menace plus dangereuse que lui. Avec son compagnon, ils parviennent à le battre, mais alors qu'il pensait l'avoir éliminé, celui-ci revient à lui et attrape une corde et l'enroule à la gorge de Spark. Selina a compris que l'ergot était à la recherche du couteau avant tout, et lui dit qu'elle peut l'aider à récupérer les autres couteaux, car il y en a 5 comme celui exposé chez le Pingouin. Son histoire se dessine petit à petit. L'ergot était en pleine mission il y a plusieurs siècles lorsqu'il a commis une erreur, se faire repérer lors d'un assassinat. Il a été obligé de tuer tous les témoins et a laissé par mégarde ses couteaux de combat sur le lieu du crime. La cour des hiboux l'a déshonoré, et depuis ce jour, il se sent honteux de ne pas avoir réussi la mission que la cour lui avait confiée. Catwoman ressent ce que l'ergot ressent et propose de l'aider à retrouver ses couteaux, mais ce n'est pas du goût du Pingouin qui décide d'abattre l'ergot d'une balle explosive bien placée. Catwoman dit que les gens ne naissent pas monstres, mais qu'ils le deviennent. Elle se sent concernée et comme pour son cas, elle aimerait que les gens aient de la pitié à leur encontre. Elle livre l'ergot à Batman en le laissant avec les 5 couteaux dont il était à la recherche, afin qu'il puisse retrouver son honneur. Avant de retrouver notre chevalier noir, il nous reste un dernier allié de Batman qui va être confronté à un membre de sa famille. Nightwing part au secours du maire Haddy dans sa demeure. L'ergot, déjà sur place, a déjà tué tout le personnel de sécurité du maire. Mais Dick arrive à temps pour empêcher l'ergot de continuer son massacre. Il veut gagner du temps pour que le maire s'échappe et se lance dans un duel armé contre l'ergot. Il arrive cependant à prendre le dessus et lui plante un de ses bâtons dans le crâne. Alors qu'il pensait avoir réussi sa mission, Nightwing fait face à un autre ergot qui cette fois-ci a l'air plus familier. L'ergot semble plus en avoir à Dick qu'au maire et ses adjoints. Nightwing saute à travers une fenêtre en projetant l'ergot avec lui. Les deux arrivent à se réceptionner sur le sol. L'ergot dit à Dick qu'il est un traître, qu'il ne mérite pas son nom, que combattre le crime à Gotham de cette manière est futile et qu'il a gâché sa destinée. Nightwing saigne abondamment et perd des forces. Il parvient à se rendre dans le métro de Gotham avec ses dernières forces. L'ergot le suit toujours en persistant à dire que Dick aurait pu avoir un avenir meilleur avec la cour des hiboux. Nightwing s'était rendu dans le métro pour une raison précise. En effet, les conduits des lignes du métro sont enrobés d'azote liquide pour isoler les câbles. Dick perce le tuyau avec un bout de verre. Un gaz glacial sort du tuyau et permet d'immobiliser l'ergot. Avec difficulté, Dick remporte la confrontation. Il répond alors à son arrière-arrière-grand-père que le destin n'existe pas. Batman se rend auprès de la dernière cible de la cour des hiboux, Lincoln March. Mais il est trop tard, l'ergot a réussi à planter le candidat à la mairie. Lincoln est quand même parvenu à se défendre en lui mettant un coup de taser et en lui tirant dessus au même moment où Batman entra dans la pièce. Dans ses dernières paroles, Lincoln dit qu'il a un message pour Bruce. Il dit qu'il a une idée de qui se cache derrière la cour et demande à Bruce de continuer son combat pour le Gotham de demain. Bruce se rend de ce pas dans l'une des résidences qu'il suspecte. Il tombe sur la femme d'un des principaux concernés de la cour des hiboux qui parvient à s'échapper. Mais Batman est à la recherche de son mari. Alfred ayant réussi à déceler sa ligne téléphonique lorsque Batman était proche de la femme, il transmet les coordonnées à Bruce qui commence à réaliser qu'il avait raison depuis le début. Il se rend dans la même demeure
qu'il soupçonnait dans le passé, comme étant la base de la cour des hiboux. Une fois sur place, il trouve bel et bien la cour des hiboux, mais mort empoisonné autour d'une longue table. Bruce retourne à son manoir, les mains vides. Il sait que quelque chose cloche car les comptes bancaires de certains des membres de la cour des hiboux ont été vidés quelques heures avant la découverte des corps. C'est en parlant avec Alfred et en tombant sur un portrait de ses parents que Bruce comprend. Il comprend qui est derrière tout ça, depuis le début, à partir du moment où il voit la broche que sa mère portait sur le portrait. Il est à la recherche de quelque chose dans la morgue du GCPD, mais le corps qu'il souhaite fouiller n'est plus là. Il se rend à l'endroit où il pense trouver les réponses à ses questions. Et c'est pas que des réponses qu'il va trouver. Alors qu'il a panté les couloirs anciens d'un foyer pour enfants, il est pris dans des filets tirés par Lincoln March. Batman l'accuse de faire partie de la cour des hiboux depuis le début, d'avoir voulu prendre le dessus sur eux, et de simuler sa mort grâce au même sérum que la cour utilise sur les ergots. Lincoln révèle à Bruce que la cour était sur le point de créer un ergot amélioré qui se serait appelé Owl Man, l'homme hibou en français. Il raconte à Bruce qu'il a bel et bien grandi dans ce foyer, que la broche que sa mère portait était un cadeau que les résidents du foyer offraient à leur mère. Bruce refuse de l'admettre, mais Lincoln March déclare haut et fort que sa vraie identité est Thomas Wayne Jr., le frère de Bruce. En effet, la mère de Bruce était enceinte lorsqu'elle a eu un accident de voiture. L'enfant est né prématurément et a été confié au foyer pour qu'il puisse se remettre sur pied. Bruce refuse de croire cette histoire. Il pense que Lincoln March est un enfant paumé que la cour des hiboux a recueilli puis utilisé pour leur cause, en lui faisant croire qu'il était de la famille Wayne. De plus, ses parents n'auraient jamais laissé un de leurs enfants dans un foyer. Le combat final commence entre Owlman et Batman, un combat fratricide ou un combat de fous. Durant leur confrontation, il reproche à Bruce son avidité, qu'il a voulu tout garder pour lui en laissant son petit frère au foyer. Owlman balance Batman à travers plusieurs bâtiments puis le laisse à proximité du réacteur d'un avion qui survole Gotham au même moment. Batman a plus d'un tour dans son sac. Avant de se faire projeter vers le réacteur, il lui a accroché un explosif sur le dos. Lors de sa chute, il parvient grâce à sa batte-corde à atterrir sur l'un des immeubles en construction pour son projet de Gotham du futur. Owlman avait déjà atterri avant lui et l'attend pour en finir avec Bruce. Il lui dit que la cour mettait ses espoirs en lui et ont inventé le nom de Lincoln March pour tenter de conquérir la ville, mais qu'au final il désirait être seul à posséder la ville. Il prévient Batman que cette fois-ci c'est la fin, qu'il va s'auto-exploser à ses côtés afin d'en finir avec, tandis qu'il restera en vie grâce au sérum des ergots. Owlman explose, mais Bruce parvient une fois de plus à s'échapper de justesse, laissant Owlman dans les décombres du bâtiment que Bruce envisageait de construire. On apprend plus tard que le corps de Owlman n'a pas été retrouvé. Il craint également que la cour des hiboux possède encore des membres en vie. Les ergots ne pouvant pas mourir ont été internés à Blackgate dans le sous-sol frigorifié. Par la suite, il avoue à Dick qu'il avait bel et bien un frère lorsqu'il avait 3 ans, mais il n'a pas survécu suite à l'accident de voiture qu'il a eu avec sa mère, et que si c'était le cas, il aurait été dans un état végétatif. Bruce persiste à dire que la cour des hiboux s'est fournie de détails sur la vie des Wayne pour faire croire à Lincoln qui il était vraiment. Bruce, en réalité, espère que tout comme Gotham, ses parents ne lui aient pas caché quelque chose qu'il ignore toujours. Afin que Gotham n'ait plus aucun secret pour lui, Bruce envisage de poursuivre son projet de construction et assure que cette fois-ci, il anticipera la cour des hiboux si jamais il réapparaissait de nouveau. Mais qui est donc ce fameux Lincoln March? Selon vous, est-il vraiment le frère décédé de Bruce ou un parfait inconnu que la cour des hiboux a décidé d'adopter pour en faire un des leurs? Dans les backups de la série, on retrouve une histoire où le père d'Alfred, Jarvis Pennyworth, raconte au travers d'une lettre qu'il écrivit à son fils que la famille Wayne était maudite et qu'un groupe mystérieux en avait après eux. D'ailleurs, l'accident de voiture de Martha Wayne s'est produit dans le croisement entre les rues Lincoln et March. Beaucoup d'éléments qui nous font douter de la véracité des propos de ce fameux Lincoln March. Suite à cette histoire, Lincoln March n'est pas mort. On le reverra un peu plus tard dans les New 52. Mais je ne vous dis pas dans quel contexte, sinon ça vous gâcherait la surprise lorsque j'en ferai une vidéo. La cour des hiboux ne va plus trop montrer signe de vie, si ce n'est dans la série Gotham ou dans le jeu Gotham Knights, qui d'ailleurs est vraiment pas terrible du tout. Dans cette vidéo, je n'ai pas parlé de certaines choses en rapport avec l'histoire, comme une série
série durant l'époque New 52 où on y voit Calvin Rose, un ergo qui n'a pas eu le même destin que les autres. La partie avec les Birds of Prey durant l'attaque des ergos était vraiment pas terrible, donc j'ai préféré ne pas en parler. Déjà que la vidéo est longue, voilà quoi. L'arc de la cour des hiboux a marqué à juste titre de nombreux lecteurs. Il est d'ailleurs conseillé par beaucoup de monde comme une lecture incontournable sur Batman. L'histoire de base, qui est présente uniquement dans les tomes 1 et 2 de la série Batman, est très bien racontée par Scott Snyder et sublimement dessinée par Greg Capullo, qui va ajouter une pointe d'originalité à retourner les pages lorsque Batman est bloqué dans le labyrinthe, afin de nous immerger encore plus dans l'histoire. Lors de cet événement, les autres séries de la Bat Family n'ont pas d'importance flagrante sur l'issue du scénario, mais sont tout de même intéressantes pour ajouter de la profondeur sur la personnalité des ergots ainsi que sur les alliés de Batman. On peut voir Damian étant un génie de la tactique de combat, ou encore Jason qui se questionne sur son retour à la vie. Nightwing quant à lui est au cœur de l'histoire. D'ailleurs, toute l'histoire autour du Cirque Ali se trouve dans l'intégrale de Nightwing si ça vous intéresse. Avant de vous laisser, j'aimerais avoir votre avis sur la longueur de la vidéo. Est-ce que cela vous dérange que ce soit si long, ou souhaitez-vous que ce soit plus court mais avec moins de détails? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je lirai vos réponses et les prendrai en compte. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera pour le coup beaucoup plus courte que celle-ci. Si jamais ça vous intéresse, j'ai aussi un compte Instagram où je publie également du contenu sur Batman. D'ici là, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo et je vous dis à la prochaine, ciao!